Bonjour, donc je vais vous parler de l'intégration de l'ACE en neuro-IRM au quotidien. Donc je suis radiologue libéral dans une structure qui s'appelle Imagir et j'interviens sur une IRM 3 Tesla. Je pratique une collaboration avec le CHU de Bordeaux pour l'imagerie de l'épilepsie et les maladies neuro-inflammatoires dans le cadre de comités multidisciplinaires, ce qui me permet de faire des applications avancées. Donc nous avons récemment installé une IRM 3 Tesla Galant dont le hardware est constitué d'une antenne crâne 32 éléments et de gradients élevés, ce qui nous permet donc de réaliser des applications avancées. Et récemment a été installé du Deep Learning Reconstruction, ACE, qui nous permet de faire du débruitage et de travailler plus rapidement et avec une imagerie de meilleure qualité. Ce deep learning reconstruction est également soutenu par des techniques d'accélération avancées comme le Comprehend Speeder pour l'imagerie morphologique, disponible aujourd'hui en 2D et bientôt en 3D, et le multiband Speeder pour les applications de tenseurs de diffusion. Donc, on utilise du deep learning qui fait partie de l'intelligence artificielle, et c'est une branche de l'intelligence artificielle appelée le machine learning, qui consiste à utiliser des algorithmes avec la capacité d'apprendre sans être explicitement programmé, mais en étant supervisé. Et le deep learning est un sous-ensemble du machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels qui vont s'adapter et apprendre à partir de vastes quantités de données, donc du big data. Donc l'ACE, c'est le premier deep learning reconstruction en scanner et IRM disponible. Donc, il y a une phase d'entraînement en usine où les réseaux de neurones artificiels vont être fournis avec de nombreux data, constitués principalement d'images avec un rapport signal sur bruit élevé et des images avec un rapport signal sur bruit faible. Le but, c'est qu'ils apprennent à faire du débruitage en s'auto-adaptant avec un feedback et pour améliorer leur performance au fil du temps. Et en phase opérationnelle disponible sur site, vous avez un produit fini, robuste, qui n'évolue pas sur site. Il va continuer à évoluer chez le constructeur avec probablement des upgradings disponibles au fil du temps, mais vous avez un produit fini, donc stabilisé. Et ce produit va faire, cet algorithme, va faire du débruitage, du denoising, de manière à vous permettre d'avoir les acquisitions dégradées donc très courte, tout en ayant une imagerie de qualité grâce à ce denoising. Donc en fait là, on va comparer un filtre conventionnel avec un filtre ACE, donc de Deep Learning Reconstruction. Le filtre conventionnel est au-dessus, le filtre ACE est en bas. Donc on fait une soustraction. Quand sur le filtre conventionnel, on va observer du denoising, donc du débruitage, mais aussi une perte d'informations morphologiques. Alors qu'avec l'ACE, on n'a que du bruit qui a été enlevé. Il n'y a pas de perte d'informations morphologiques, ce qui veut dire qu'on a des images de meilleure qualité avec l'ACE, à savoir une différenciation gris-blanc de meilleure qualité. Le cortex est mieux visible, moins flou. Donc des exemples de la vie réelle. Donc là, c'était sur la première question. On a fait un 3D flare sans ACE, un 3D flare avec ACE, et on observe effectivement qu'on a les mêmes résultats que ce que je vous ai montré précédemment, mais sur une application clinique, avec un gris-blanc qui est très bien différencié, et le cortex apparaît beaucoup plus net, donc ce qui nous permet d'avoir, j'imagine, dans la sclérose en plaques, une meilleure imagerie pour les lésions juxtacorticales ou chercher des dysplasies corticales en épilepsie, par exemple, donc sur des images sagittales et coronales en flair. Un autre exemple, un 3D flare agrandi en coronal ou sans ACE, tout est un petit peu flou. Avec ACE, on va avoir une meilleure visibilité de l'hippocampe. On peut suivre le stratum lacunosum, la petite bande hyposignale là. On voit mieux le sillon collatéral. On a une meilleure visibilité des différents sillons du lobe temporal et de cette différenciation gris-blanc. D'autres exemples sur les séquences susceptibilité de tenseurs de diffusion, donc sans ACE avec ACE, l'imagerie est plus résolue en susceptibilité magnétique, et sur le DTI, en isodiffusion, on a une différenciation gris-blanc, encore une fois, qui est bien plus nette, on voit mieux les rubans corticaux que sans ACE. Donc ici, c'est la diapositive finalement la plus importante,
qui montre en fait le gain de temps significatif que l'on va avoir. Donc, par exemple, le sagittal 3D Flare, on est passé de 4 minutes 40 à 2 minutes 13. Le 3D T1, on passe de 3,39 à 2,48. Et la séquence subtimétique FSBB, on est passé de 3,38 à 1,41. Donc, ce sont des exemples parmi d'autres dans les séquences. Donc, on peut estimer qu'on a un gain de temps entre 20 et 40%, voire même 50 si on parle du 3D Flare. Alors, ce gain de temps, c'est un arbitrage personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle absolue à ce sujet. Au fil de l'utilisation, on fait des essais, et on voit ce que l'on accepte en fait en termes de réduction de temps par rapport aux résultats d'imagerie. C'est pour ça que parler de pourcentage, il n'y a pas de pourcentage absolu. Vous aurez vos propres pourcentages que vous ferez avec votre expérience. Pour donner un autre exemple pratique, ça c'est un protocole que j'utilise, on va dire, de manière assez large, qui me permet d'avoir une exploration, je trouve, correcte et complète, où il y a un sagittal T1 2D, un 3D Flare, un tenseur diffusion en 12 directions, donc là on utilise uniquement le feeder en l'occurrence, le FSBB et le TOF, et en fait au total, on a un flare qui est en 2.13, on obtient une imagerie, je trouve, quasi complète en à peu près 7 minutes. Donc des exemples pratiques pathologiques. Là, il s'agissait d'une lésion gliale de haut grade qui est non méthylée MGTM et non mutée IDH1, donc pronostic moins favorable, qui est traité par chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie. Ce patient fait une radionécrose. Donc ça, c'était un premier bilan après la radionécrose sans ACE. Donc on voit une cavité frontale antérieure gauche. On voit qu'il y a un résidu tumoral au niveau du genou du corps calleux. Il y a quelques prises de contraste sur la périphérie, mais qui sont probablement post-thérapeutiques, s'intégrant dans la radionécrose. Et dans le suivi, en fait, il fait une récidive tumorale. On voit la lésion qui apparaît en frontale postérieure. Donc l'idée de ce dossier, c'est d'illustrer qu'en pathologie, ça marche aussi. Et on a aussi bien toujours cette bonne différenciation, cette bonne résolution au niveau du gris blanc. Et on voit mieux les détails, je pense même, de la récidive tumorale que si on avait fait sans ACE. Sachant que ce fer est à 2 minutes 13, toujours. On a des prises de contraste donc périphériques qui ont un petit peu augmenté par rapport à la fois précédente. On a plus de temps puisque on travaille plus vite, donc on peut se permettre de faire des applications avancées plus facilement. Donc on a fait une perfusion, il n'y a pas d'augmentation du RCBV dans la lésion. Voilà, et puis je vois bien cette diffusion qui est quand même de très très bonne qualité. Donc un autre exemple, là c'est une double pathologie, c'est un patient qui a un épaississement cortical en pariétal droit avec un élargissement des sillons en regard. Le cortex est uniquement épaissi en hypersignal, il y a un petit flou potentiel entre le gris et le blanc, mais on n'a pas d'infiltration de la substance blanche adjacente. Donc première hypothèse, c'est qu'il s'agit plutôt d'une dysplasie corticale, mais c'est l'avenir qui nous dira si ce n'est pas une lésion gliale de bas grade. Alors, il n'y a pas de prise de contraste, et d'autre part, comme on avait encore une fois un petit peu de temps puisqu'on est allé vite, on a plus facilement pu faire une application avancée, donc on a fait une spectroscopie, et le profil spectroscopique est plutôt rassurant puisqu'on a une petite augmentation de la choline, une chute du NA, donc un profil spectroscopique qui est plutôt en faveur au pire d'une lésion gliale de bas grade, mais qui est compatible avec une dysplasie corticale. Et il y avait une double pathologie avec 2 petits ménangiomes en orbitofrontal médian et au niveau de l'apophyse clinoïde antérieure gauche. Donc encore une fois, pour illustrer que le 3DT incodéradien est de très bonne qualité. Donc après, un exemple pratique, on va dire plus commun, avec la sclérose en plaques. Donc là, c'est juste pour insister sur le fait qu'en 2 minutes 13, on arrive à avoir un fer de très bonne qualité, qui nous permet de voir des détails au niveau de petites lésions, parfois difficiles à voir, notamment ici au niveau du genou du corps calleux. Là, en juxtacortical, avec atteinte des fibres en U dans la région singulaire postérieure, à proximité du précuneus. Et là encore, toujours difficile de voir ces petites lésions au niveau du tronc cérébral, la protubérance annulaire. Là, on arrive à la voir à la face antérieure droite de la protubérance. Donc encore une fois, ACE 2 minutes 13 pour obtenir ces images. Donc toujours dans les exemples pathologiques, ça c'est du suivi, on utilise un outil fourni par OEA, de suivi longitudinal, et on voit une nouvelle lésion qui est mieux visible sur le sagittal parce qu'on est un peu gêné par le plexus choroïde sur l'axial, mais elle est bien là. Donc ça c'est la corregistration de l'ancien et du nouveau. On voit la nouvelle lésion en surbrillance et on voit bien qu'elle vient d'apparaître. Et on est conforté dans cette idée par le fait qu'il y a une petite prise de contraste en T1. Là, c'était du 1.5, là c'est le 3T avec l'ACE. Je pense que cette séquence devait durer à peu près entre 4 minutes et 4 minutes 30. Là, on est toujours avec 2 minutes 13. On a de très bonnes images. Voilà.
Donc, dernier exemple pratique, un cavernum temporal gauche au niveau du gyrus parahippocampique. Coronal 3D temperage, on voit la lésion, on voit bien la différenciation gridement, et sur le flair, c'est très beau puisqu'on voit vraiment le contact du distrait de l'hémosydérine du cavernum avec le cortex, donc le côté probablement irritatif de ce cavernum, épileptogène. La phase pour montrer que ce petit hypersignal T1 est probablement une calcification puisqu'il n'apparaît pas en hyposignal sur la construction de phase. Et aussi pour montrer le caractère résolu de la séquence de susceptibilité magnétique. Comme il y avait une chirurgie de prévue, on nous a demandé de faire une tractographie. Donc on a réalisé en 30 directions. Donc avec le multiband speeder, ça prend à peu près 2 minutes. On revoit les images de flair, on a vraiment bien la localisation par rapport au cortex du cavernum. La tractographie du faisceau arqué qui a pu être réalisée, qui est de qualité acceptable avec les 30 directions. On a eu le temps de faire une imagerie fonctionnelle avec une écoute dominante gauche à 16% chez le patient droitière. Bon, c'est pas significatif, mais bon, ça nous conforme dans l'idée qu'elle est plutôt dominante à gauche au niveau du langage. Elle a été opérée, il n'y avait pas de déficit. Un dernier exemple pratique en utilisant le Welcome Pack, c'est qu'on m'avait demandé de faire un suivi d'un hypersignal de la protubérance annulaire gauche chez une patiente qui avait été opérée d'une névralgie du trijumeau. Donc on voit avec le 3D FLAIR toujours en 2013 sans difficulté cet hypersignal qu'on peut suivre. On ne peut pas dire quelle est l'origine de l'hypersignal évidemment, mais au moins le suivi est réalisé sans difficulté. Et tout ça en 7 minutes. Le SWI nous a permis de voir qu'il y avait une petite anomalie veineuse de développement en pariétal gauche. Voilà. Et on a donc le TOF, du T1, du FLAIR, tout ça en 7 minutes. Donc les perspectives, on a un gain de temps, un gain de résolution, donc il faut trouver un équilibre entre améliorer le flux patient, améliorer la qualité diagnostique. Donc au final, ça veut dire plus de temps disponible pour plus de séquences ou plus de patients. Donc après un arbitrage qui appartiendra à chacun, l'idée étant de diminuer les délais de rendez-vous et de réaliser probablement plus facilement des applications avancées, donc comme spectroscopie, perfusion. Il n'y a pas d'exemple d'ASL, mais c'est une technique qui, à mon avis, est très utile et qui peut être fait maintenant un peu plus facilement vu qu'on a plus de temps. Donc, j'insiste sur la synergie entre le deep learning, reconstruction, LACE et les techniques d'accélération, notamment le component sensing, donc en 2D, en 3D pour la morphologie, et également le multiband speeder pour le tenseur de diffusion. Et aussi, on peut supposer qu'avec LACE, on va pouvoir travailler sur l'imagerie synthétique, et donc cette idée d'avoir une seule acquisition avec toutes les pondérations, enfin le maximum de pondérations possible, et notamment améliorer le flair qui pose des difficultés aujourd'hui. Enfin, il est possible qu'au fil du temps et de l'utilisation, on va pouvoir obtenir une qualité d'imagerie 7 Tesla avec l'aimant de 3 Tesla grâce à LACE. En tout cas, c'est un des objectifs. Pour finir, une imagerie haute résolution, donc c'est un coronal T2, et on l'a obtenu en 1052 grâce à LACE, et c'est juste pour montrer des détails de microarchitecture de l'hippocampe, où on arrive à suivre là l'hyposignal du stratum lacunosum dans cet hippocampe droit, et on voit un microkyste de la fissure hippocampique, donc sans signification pathologique, mais c'est juste pour montrer la capacité qu'on a à voir des détails très fins à l'intérieur de l'hippocampe en 1 minute 52. Voilà, je vous remercie. Pour finir, c'était juste une image pour un peu dignifier tout ça et l'intelligence artificielle. Voilà, l'algorithme est contenu dans cette armoire supplémentaire qui n'est qu'une armoire de plus au final. Voilà, je vous remercie.